Les livres de Seth, la réalité inconnue, tome 1, c'est partie 1, session 682, mercredi 13 février 1974. Je pense que Seth se dirigeait vers quelque chose de nouveau, dit Jane à 21h20, tandis que nous sommes assis à attendre la session. C'est drôle. Nous n'allons pas nous retrouver avec de nouveaux mots, mais avec des idées nouvelles. Je me sens comme si j'avais bu 3 ou 4 verres ou que j'étais déjà dans un état modifié de conscience. Et je n'ai rien pris si ce n'est ce jus d'abricot. En effet, nous n'avons plus de bière. C'est ce que Jane boit habituellement pendant les sessions et elle n'avait pas envie de vin. Je sens Seth est dans le coin maintenant, dit-elle. Mais c'est comme la dernière fois, je reçois des choses mais j'attends qu'elles soient claires. Je ne me sens pas vraiment dans la boucle et le centre de focalisation dont je me sers toujours dans les sessions me paraît étrange. Je ne le trouve pas comme d'habitude. Je dirais, mais je ne suis pas sûre que je suis déjà dans un état plus profond que d'ordinaire. Une note. Il fait très chaud ce soir alors que jusqu'ici, tout le début du mois a été vraiment froid. Une bonne partie de la neige a fondu aujourd'hui. Ce changement de temps est assez grisant. 21h27. Maintenant, bonsoir. Bonsoir, Seth. Une pause. La nature de la réalité personnelle. La nature de la réalité personnelle est un excellent manuel, un ouvrage qui donne aux gens la capacité de manœuvrer dans le monde qu'ils connaissent avec une plus grande efficacité. La nature de la réalité personnelle. Seth a fini de dicter la réalité personnelle en juillet 1973, mais il m'a fallu jusqu'au mois de novembre pour compléter mes notes et taper à la machine le manuscrit final. Prentice Hall le publiera en juillet 1974, mais nous avons encore, Jane et moi, en corrigé les épreuves. Elles doivent arriver de l'imprimerie le mois prochain. Ok. Peu importe qu'ils comprennent ou non les éléments plus profonds sur lesquels repose la nature de la réalité physique tout entière. Le matériau que je donne à présent va tenter d'expliquer un peu ces aspects plus profonds. Le développement de Rubur rend cela possible car il fallait qu'il progresse jusqu'à ce stade qui était le sien dans Adventures. C'est encore un autre livre. Et qu'il parvienne au niveau de certaines théories. Alors, Adventures. On va voir les notes. Voir le note 5 de session 680. Ok. Et qu'ils parviennent au niveau de certaines théories pour que celles-ci puissent servir de tremplin. Accordez-nous un instant. Nous devons malheureusement faire souvent appel à des analogies car elles permettent de former des passerelles entre des concepts. Il y a donc des unités de conscience. Unité de conscience, on regarde les notes. Une note ajoutée par la suite.
Dès que Seth a mentionné les unités de conscience dans la réalité inconnue, j'ai bien sûr pensé aux unités d'énergie électromagnétique, unités EE, comme il les appelle, dont il avait parlé en 1969 et 1971, voire les sessions 504 à 506 dans l'appendice du matériau de Seth et la session 581 du chapitre 20 de Seth parle. Dans cette session 581, il utilise plusieurs analogies évocatrices pour décrire ces unités EE, fondamentalement des émanations montantes de la conscience, le souffle invisible de la conscience. Les émanations sont en fait des tonalités émotionnelles. Les unités se situent juste en dessous du registre de la matière physique. Au cours de cette session 682, Seth n'a cependant jamais fait référence aux unités EE par leur nom, et ce pour une raison que nous découvrirons dans la session suivante. Dans son matériau précédent, Seth s'est laissé beaucoup de place pour pouvoir compléter par la suite ses données sur les unités de conscience. Elles sont une forme, ici c'est moi qui souligne, que prend l'énergie émotionnelle. Nous a-t-il dit dans la session 504 et dans la 581, il existe une grande variété d'unités EE de ce genre à de nombreux niveaux, tout au-delà de votre perception. Mais amalgamer ainsi ces particules dans une idée fausse, car un grand ordre règne dans tout cela. Oh, c'est casse-pied. Je crois qu'il y a des informations inutiles. Alors, il y a donc des unités de conscience, tout comme il y a des unités de matière. Je ne veux pas que vous pensiez à ces unités comme à des particules. Il y a une unité fondamentale de conscience qui est exprimée, ne sera pas rompue en unité plus petite, tout comme on pensait autrefois que un atome était l'unité la plus petite et qu'il ne pouvait être brisé. L'unité fondamentale de conscience n'est évidemment pas physique. Elle comporte en elle-même, de façon innée, des qualités infinies d'expansion, de développement et d'organisation. Pourtant, elle maintient toujours au fond d'elle-même le noyau de sa propre individualité. En dépit de toute organisation dont elle devient une partie et de la façon dont elle se mélange et d'autres unités fondamentales de ce type, sa propre identité n'est pas annihilée. C'est une énergie consciente, identifiée à l'intérieur d'elle-même en tant qu'elle-même, non pas personnifiée, mais conscientisée. C'est donc la source de toutes les autres sortes de conscience et les variétés de son activité sont infinies. C'est
unité fondamentale se combine avec d'autres du même type, formant alors des unités de conscience, tout comme, et nous l'avons souvent mentionné, les atomes et les molécules se combinent. Cette unité de base est douée d'imprévisibilité. Cette imprévisibilité même permet une infinité de structures et d'accomplissements. Le mot âme a malheureusement été tellement employé pour ce qui concerne votre espèce qu'il est devenu très difficile de dénoyer les difficultés conceptuelles. En utilisant les définitions usuelles, vous appelleriez âme le résultat d'une certaine organisation de ce type d'unité. 21h47. Cela conduit aux vieilles questions inévitables. Les animaux ont-ils une âme et les arbres ou les roches? Conformément à la définition courante, alors en vos termes, cette plus petite unité serait les touffes de l'âme. Ce point de vue est cependant extrêmement limité car au-dessus de vous, si l'on utilise cette échelle de référence, il y a d'autres organisations plus développées de ces unités. Et donc, depuis ce point de vue plus exalté, vous semblerez être une âme tout à fait junior. Ah oui. Je préfère donc, du moins ici, parler plutôt de ces unités de conscience. Une longue pause. Leur nature est la force vivifiante qui est derrière tout dans votre univers physique et dans les autres également. Ces unités peuvent d'ailleurs apparaître en plusieurs endroits en même temps et sans voyager à travers l'espace, en vos termes. Au sens littéral du terme maintenant, ces unités fondamentales de conscience peuvent être dans tous les endroits en même temps. Elles sont dans tous les endroits en même temps. On ne les reconnaît pas car elles apparaissent toujours comme quelque chose d'autre. Bien sûr, elles se déplacent plus vite que la lumière. Il y en a des millions dans un atome, beaucoup de millions. Chacune de ces unités se rend compte de la réalité de toutes les autres et elle influence toutes les autres. En vos termes, ces unités peuvent avancer et reculer dans le temps, mais elles peuvent aussi franchir des seuils de temps qui ne vous sont pas familiers. Pour un matériau sur les unités EE et les particules dont on postule qu'elles vont plus vite que la lumière, comme le tachyon, se reporter à nouveau à la session 581 du chapitre 20 de cette parle. Soit dit en passant, la théorie assure que même si les tachyons peuvent eux-mêmes se déplacer plus vite que la lumière, ce n'est pas le cas de leur radiation. Il nous serait donc possible d'observer cette radiation, porteuse de toutes les informations que nous pourrions recueillir sur les tachyons ou d'autres particules similaires. À l'heure actuelle,
De nombreux physiciens pensent que le point de vue selon lequel tout événement ou condition dans l'univers représente le même type de temps est indéfendable. Des physiciens et des parapsychologues ont proposé différentes sortes d'entités minuscules et non encore découvertes. Mandon, psychon, psytron, etc. J'ai jamais entendu. Mandon, psychon, psytron. Capable de reculer dans le temps. Le temps tel que nous le concevons. Ça, c'est important. Le temps tel que nous le concevons. Ou qui sont au moins libres de l'idée que nous avons d'un temps s'écoulant inévitablement vers l'avant. Ou prenons le positron qui est un électron ayant une charge positive, un petit morceau d'antimatière dont on dit qu'il va temporairement à reculons dans le temps. Les électrons normaux, tels que nous les concevons dans notre monde, sont chargés négativement. L'électron est une particule onde se déplace selon un mouvement adjacent au noyau de l'atome, comparé à l'unité fondamentale de conscience dont parle Seth. Il serait beaucoup plus gros, mais étant donné qu'il est capable de passer de l'orbite d'un noyau à celle d'un autre noyau sans traverser l'espace qui les sépare, il peut fournir une sorte d'analogie à ces unités de conscience pouvant apparaître en plusieurs endroits en même temps et sans voyager à travers l'espace. Le truc de dingue. Toutes les probabilités sont sondées et expérimentées et tous les univers possibles sont créés à partir de ces unités. Il y a donc des réalités dans lesquelles un nombre infini de probabilités d'un événement donné sont explorées et toute l'expérience se ressemble autour de cette entreprise. Il existe des systèmes dans lesquels un instant, mais non, voir les notes 1 et 5 de la session 6, on ne va pas voir les notes. Il existe des systèmes dans lesquels un instant, selon votre point de vue, est fait pour durer toute la vie d'un univers. Je ne veux pas dire qu'un instant est simplement étiré ou que le temps se ralentit seulement, mais que toutes les expériences possibles en un instant deviennent des réalités à l'intérieur de ce cadre-là. Les systèmes de ce genre n'ont pas grand-chose à voir avec vous sur le plan pratique et ces informations ne vous sont pas non plus données pour diminuer l'idée que vous avez de ce qui est votre propre conscience. Il est toutefois important que vous compreniez le fait qu'il y a plus de créativité et de variété dans une réalité intérieure que ce que vous percevrez jamais physiquement. 22h06. Ces unités de conscience n'ont pas de caractéristiques humaines, bien sûr. Elles possèdent cependant leur propre inclinaison, penchant, propension,
Propension étant peut-être le mot qui s'approche le plus du terme que je souhaite. Je ne veux pas que vous pensiez à ces unités comme à des personnes en miniature. Néanmoins, ce ne sont pas des groupes d'énergie oisifs. Elles sont vitalisées, conscientes, chargées de toutes les qualifications du fait d'être. Toutes les structures psychologiques sont donc composées d'organisations de ce type, que leur vie soit en vos termes longue ou éphémère. De façon innée, elles sont dotées du désir de croître et de s'organiser et de la propension à le faire de façon créative. Elles ne sont donc pas seules, isolées. Puisque ces unités de conscience existent en même temps, elles ont connaissance de toutes les autres structures organisées de moi dont elles font partie. Dans cette mesure, toutes les réalités probables sont ainsi reliées de manière fondamentale. Ces unités grandissent d'elles-mêmes, puisque je vous ai dit que, en vos termes, votre passé, votre présent et votre futur existent en même temps. Ces unités émergent constamment de votre point maintenant, provenant à la fois du futur et du passé. Une longue pause parmi tant d'autres. Je ne veux pas démolir votre idée de stabilité et je ne veux pas créer en vous de la confusion. Le fait demeure qu'en parlant de probabilité jusqu'à présent, je considérablement simplifié la question. En s'intéressant à moi, j'ai dit par exemple que dans une probabilité, vous étiez mort enfant et dans une autre, durant votre service militaire. Et je vous ai donné un petit échantillon de l'histoire probable de vos parents, voire les 2 dernières sessions. Ce faisant, je me suis servi d'idées et de termes assez faciles à saisir. Le tableau plus large est toutefois plus difficile et de loin à exprimer. 22h21. Je demande. Êtes-vous en train de dire que vous devez maintenant les choses à ce niveau de simplicité pour nous? Je dis que je suis maintenant prête à vous emmener au-delà de ces préliminaires nécessaires. Toute la matière est basée sur les unités mentionnées, avec leur imprévisibilité et leur propension à explorer toutes les probabilités. Même votre structure atomique est perchée entre des probabilités. Si cela est vrai, alors évidemment, vous ne vous rendez compte que d'une petite partie probable de vous-même et cette partie, vous la protégez comme étant votre identité. Si vous y pensez comme à une simple focalisation prise par votre identité plus grande, vous serez alors capable de suivre ce que je dis sans vous sentir minuscule en comparaison ou perdu. Pour la seconde fois au cours de la session, cette fait référence au fait qu'un individu puisse se sentir insignifiant au sein de l'immensité de l'univers intérieur.
Il mentionne aussi cette possibilité dans la session 681 à 22 heures pile. Voir la note 2 de cette session. Je suis très intriguée par ce que dit Seth à propos des probabilités et je ne ressens là aucune menace physique ou émotionnelle. Jane a le même sentiment que moi. Ma préoccupation, quand je me rends compte de cela, va au lecteur, me dit-elle après la session. Je ne veux pas qu'il se sente désarçonné. Allez. La focalisation que vous avez est en fait en violet. J'ai souvent dit que même dans vos existences, toutes les variations probables de n'importe quel événement se produisent, mais je ne suis jamais allée beaucoup plus loin avec votre focalisation. Il semble que vous ayez une ligne d'identité allant de la naissance à la mort. En regardant n'importe quel point en arrière, vous êtes sûr que le moi d'il y a 10 ans et le moi d'aujourd'hui, même si à certains égards, il a changé. Il n'y a bien sûr absolument aucune sorte de développement à une seule voie. En premier lieu, comme vous le savez, votre vie est tout en même temps. Bien que dans la pratique, vous en fassiez l'expérience comme une séquence allant de la vie à la mort. La zone de vie de Rubur dans